Bienvenue dans ce nouveau format vidéo où après presque une cinquantaine d'épisodes de Parlons Vêtements, j'ai eu envie de changement. Dans Parlons Vêtements, je donnais principalement mon avis sur tout un tas de trucs liés aux vêtements, c'était très personnel. Et là, du coup, dans ce nouveau format, les secrets de, j'ai eu envie d'être un peu plus technique tout en restant accessible au plus grand nombre. Pour ce premier épisode, j'ai eu envie de reparler de vêtements militaires, un sujet bien technique. C'est un peu la suite de mon Parlons Vêtements que j'avais fait sur le PCU que je t'invite à revoir en description ou ici en fiche. Et si jamais l'apocalypse arrive, tu auras une tenue pour faire face à l'inconnu, donc c'est parfait. Alors dans cette vidéo, je vais pas parler de vêtements militaires vintage, c'est pas le sujet, donc on va pas parler de M65 ou de M51 et je parlerai pas non plus de camo parce que sinon la vidéo aurait fait 3 heures. On va parler vraiment de vêtements militaires actuels. Et pour parler de ce sujet qui me tient ô combien à cœur, on a la chance d'être accueilli par Terang. Bonjour Benjamin, merci de nous recevoir chez Terang. Alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Terang pour ceux qui connaissent pas du tout cette boutique? Alors bonjour Benoît, bienvenue chez Terang. Merci. Alors Terang en fait c'est une boutique qui est située dans le 15e arrondissement de Paris, qui est dévolue aux pros à titre perso ou aux particuliers et dans laquelle tu pourras trouver, comme tu peux voir, plusieurs marques professionnelles, les plus prestigieuses et qui s'adonnera justement à pouvoir répondre à des besoins spécifiques des agents de police, militaires, gendarmes sur le terrain. Voilà. Est-ce que moi, en tant que simple particulier qui ne suis pas policier ou qui ne vient pas des forces spéciales, est-ce que je peux quand même venir à la boutique? Tout à fait. La majorité des produits que tu peux voir autour de nous là sont accessibles aux particuliers. C'est vraiment Terang, vraiment une entité avec un site VPC, vous avez aussi les boutiques physiques, mais c'est accessible. Il y a quelques produits qui sont réservés, tu imagineras, matraque ou autre, mais sinon, sans problème. Okay. Et en plus, tu as une équipe qui est d'anciens midi, donc anciens pros, qui sont là pour t'orienter dans tes choix. Parfait, super. Merci beaucoup pour nous accueillir. En tout cas, moi je suis très honoré d'être ici parce que c'est une boutique, j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos, parce qu'ils distribuent Missy Ranch, la gamme militaire fabriquée aux États-Unis. Donc vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Ils distribuent Arc'teryx Leaf et on va reparler de tout ça. Donc c'est vraiment un lieu hyper important pour moi et je suis très content d'être ici. Merci à toi. Merci. Moi, tu l'as compris, une de mes passions, c'est de comprendre comment les gens s'habillent pour faire face à des conditions extrêmes. Et tu sais que chez Bonne Gueule, le vêtement militaire m'inspire beaucoup, je regarde ça de près. Chez Bonne Gueule, on s'est amusé à détourner certaines technologies textiles qui viennent de cet univers, comme du Polartec Alpha, du Climashield ou même du Power Stretch, qu'on s'est amusé à mélanger avec des matériaux très nobles comme des laines tissées en France ou en Italie. Moi qui aime l'innovation, la fonctionnalité, les designs bien pensés et qui déteste en plus les couleurs vives, c'est un terrain de jeu hyper propice pour moi. Donc on va d'abord parler de ces exigences propres aux vêtements militaires, de ces exigences où on a un tissu très particulier. De ce tissu très particulier est né un autre vêtement particulier qui a été créé par une marque elle aussi toute particulière. Mais évidemment, c'est une marque qui n'est pas la seule sur le marché, donc on finira par un petit panorama des marques militaires. Et on finira par deux éléments indispensables à un militaire, à savoir ses chaussures et ses gants. Donc le programme va être assez dense. Donc comment habiller quelqu'un qui doit faire face à des situations extrêmes, dans des climats qui peuvent être aussi extrêmes, tout en ayant un équipement confortable? C'est la grande question du vêtement militaire. Et avant tout, la notion de confort, elle est vraiment importante pour chaque soldat, elle est propre à chacun. En effet, comment ajuster correctement son tir si tu grelottes de froid? Comment garder le moral et partir à l'assaut d'une montagne enneigée si tu n'as pas confiance dans ta parka chaude? Comment te déplacer efficacement si tu as ton lacet de chaussures qui se met à craquer ou si tu as ton pantalon qui s'accroche à un branchage? Bref, un soldat au chaud, au sec et qui n'a pas à penser à son équipement, c'est un soldat qui est plus concentré sur sa mission et qui peut être plus efficace. Et finalement, tu vois, c'est pas si éloigné de la vision que j'ai du vêtement, à savoir que le vêtement c'est cool et ça doit aussi surtout te permettre d'être dans le moment présent. J'ai fait un épisode par vêtement entier sur le sujet, je te mets la fiche ici. Alors on l'a dit, il y a un enjeu de confort très important pour le soldat, mais quelles sont les exigences propres aux vêtements militaires que par exemple n'aura pas un alpiniste ou un joueur de foot? C'est ce qu'on va voir. Avant toute chose, les militaires ont un besoin absolu de fiabilité. Oui, parce que toi tu vas randonner, tu as ta bretelle de sac qui se casse, c'est pénible, mais bon, ça va. Par contre, imagine si tu es en mission et que du coup, tu n'as nulle part où le réparer pour rentrer chez toi le soir. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le militaire, il a besoin avant tout de vêtements et d'équipements bien résistants parce qu'il peut être amené à ramper, à s'accrocher à de la broussaille, etc. Donc il faut que ça soit bien résistant. Il faut aussi, et ça c'est vraiment la grande différence avec un vêtement sportif de base, il faut aussi que ça soit un vêtement qui puisse résister aux flammes, qui a un comportement particulier. Parce que si jamais il fait face à une explosion et que les manches de sa combat shirt fondent sur son bras et dans sa plaie, t'imagines bien que c'est absolument catastrophique. En anglais, tu verras peut-être les lettres FR pour flamme résistant ou No Melt, No Drip pour désigner des vêtements qui sont spécialement étudiés pour ne pas fondre ou ne pas couler face à des grosses sources de chaleur. Il y a aussi un enjeu de protection au soleil, aux petits éclats, donc la peau doit être le plus couverte possible pour ne pas l'exposer en combat.
Mais parfois, du coup, il fait plus de 40 degrés, et donc là aussi, il faut des vêtements qui sèchent très vite, parce que souvent, le militaire, il n'a pas forcément la possibilité de rentrer chez lui le soir, et de mettre son vêtement sur un fil à linge pour le faire sécher bien tranquillement. Et face à des températures très arides, il est hors de question pour un militaire de mettre un t-shirt ou une chemise en lin comme nous on ferait. Et cette notion de séchage rapide, elle est vraiment centrale dans le système de vêtements américain, le PCU dont je t'ai parlé dans mon dernier Parlons Vêtements. D'ailleurs, dans ce Parlons Vêtements, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sous le pseudo d'Imod qui est ultra intéressant pour en faire un article entier. Je t'invite vraiment à le lire. Pour revenir aux exigences d'un vêtement militaire, il faut aussi des choses qui se remarquent le moins possible, y compris quand l'ennemi porte des lunettes de vision nocturne, ce qu'on appelle IR compliant. Il y a aussi tout un tas de contraintes qu'on ne va pas détailler parce que ça va être très long, comme par exemple la facilité d'entretien pour laver le vêtement, ou tous les jeux politiques liés à l'utilisation de tel ou tel camouflage. Et alors concrètement, comment ça se traduit côté tissu? Tu vois, il y a un tissu qui arrive à concilier tout ça, à savoir des coûts de production maîtrisés, du séchage rapide, de la résistance, du confort, de la respirabilité, la résistance aux flammes, et ce tissu, qui est presque un peu magique finalement, s'appelle le Nico. Alors on ne peut pas faire une vidéo sur le vêtement de militaire sans parler du Nico. Le Nico, c'est le tissu qui est à la base de beaucoup de pantalons, de combat shirts, de vestes, de surchemises, etc. C'est un tissu qui vient prendre la relève des 100% coton qu'on avait dans le passé. Alors effectivement, le 100% coton, c'est pratique parce que c'est pas cher à produire, c'est une matière qu'on connaît très bien, qu'on sait très bien travailler, c'est doux contre la peau, ça respire, etc. Mais c'est un cauchemar quand ça devient mouillé. Et si tu veux en faire l'expérience, c'est très simple, je t'invite à porter plein de vêtements en coton et à te promener sous la pluie, tu auras une bonne idée de toutes les limites que peuvent avoir des vêtements en coton. Donc il a fallu aller plus loin dans des tissus utilisés pour des vêtements militaires, tout en gardant la même facilité de production. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement rajouté du nylon avec du coton. Le Nico, c'est donc un mélange de nylon et de coton, d'où le nom Nico, nylon, coton. Alors souvent, c'est 50% nylon, 50% coton, mais on va voir que dans des usages très spécifiques, la proportion peut très légèrement changer. Donc le coton, lui, va toujours donner du confort, de la résistance face aux flammes, de la respirabilité, de la douceur, et le nylon, lui, va apporter ce côté résistant et séchage rapide. Alors, à noter, parce qu'il y a peu, il y a un nouveau Nico qui est apparu, c'est le Nico Extreme, où là, on va mettre un tout petit peu plus de nylon que de coton, et le but, c'est d'avoir un tissu qui sèche encore plus rapidement, qui est encore plus léger et qui est encore plus respirant. Bref, de faire un Nico encore meilleur que le précédent. Alors ce Nico Extreme, c'est principalement la marque américaine Cray Precision qui l'utilise, mais en Europe, on a UF Pro qui a sorti un pantalon dans cette matière qui, moi, je te le cache pas, m'intrigue beaucoup. J'aimerais bien m'en prendre un juste par curiosité. Mais on parlera de ces deux marques juste après dans la vidéo. Et là, tu pourrais dire, c'est trop cool le Nico, il faut en faire des pantalons pour le civil. Moi, je suis pas très convaincu parce que c'est pas une matière spécialement belle, quoi. Tu vois, c'est un aspect visuel assez neutre. Tu vois, il n'y a pas, comparé à une belle toile de denim faite au Japon, il n'y a pas photo, quoi. Si tu n'es pas amené à ramper par terre ou à faire face à des explosions, autant prendre vraiment une belle matière. Donc, comme je l'ai dit, le Nico, c'est un tissu qui est aujourd'hui massivement utilisé sur des vêtements de combat, et notamment sur un vêtement de combat qui m'a très particulier, qui m'a beaucoup fasciné, c'est la combat shirt. Donc avant, les militaires portaient ce type de vêtement de combat, c'est la field shirt, donc la veste de combat, où il y a eu plein de versions différentes en fonction des armées du monde. Et aujourd'hui, ça se vend toujours, mais c'est plus réservé pour le quartier, pour l'instruction, etc. Donc du coup, tu dois dire, c'est pratique comme vêtement, parce que tu vois, il y a plein de poches partout, etc. Le problème, c'est que quand tu mets un gilet pare-balles par-dessus, et l'usage du gilet pare-balles, c'est beaucoup plus accentué parce qu'on a mis plus d'équipement dessus, etc. Donc les militaires en combat ont commencé à porter plus souvent le gilet pare-balles. Et tu vois, tu as plein de points de friction en dessous, tu vois, tu as les poches, tu as ton gilet pare-balles, c'est pas toujours très agréable les frottements. Et surtout, imagine quand tu as ça mouillé et quand tu as ton gilet pare-balles par-dessus, à sécher, c'est juste l'enfer, quoi. Donc il a fallu trouver une autre solution. Et côté cinéma, là aussi, c'est le type de vêtement que tu as beaucoup vu. Si tu regardes La Chute du Faucon Noir ou Des larmes et du sang, tu verras qu'ils portent ce genre de vêtements sous leur gilet pare-balles. Alors certains se sont dit, mais attends, mais si on s'inspirait des vêtements de sport et qu'on mettait un jersey sur le torse, mais qu'on gardait ce tissu résistant, le Nico, pour les manches. Comme ça, au niveau des manches, il aura un tissu bien costaud, mais au niveau du torse, il aura un tissu bien confort et bien stretch. Et c'est là qu'est née la fameuse combat shirt. Donc comme je t'ai dit, là c'est très confort, c'est très stretch, ça évacue bien la transpiration, tu peux bien bouger. Et par contre, au niveau des manches, elles sont bien protégées. Là, tu as un Nico bien costaud. Et donc la particularité, c'est qu'aussi au niveau du torse et au niveau des manches, c'est un tissu inifugé qui résiste bien aux flammes. Petit détail aussi, les manches souvent sont coupées assez larges, c'est tout simplement pour pouvoir les retrousser facilement. Voilà. Alors tu vois, seulement tu dis, mais en fait c'est tout bête, il fallait vraiment y penser. Mais pas tant que ça, parce que tu vois, ce tissu-là, qui est vraiment en contact et qui va subir tous les frottements,
C'est un cauchemar pour un fabricant de tissu parce qu'il doit créer un tissu qui soit très stretch, très léger, très fin, qui évacue bien la transpiration, mais qui soit en même temps très résistant à l'abrasion. Parce que tu vois, avec ton gilet pare-balles, avec les velcro ou avec les bretelles en cordura qui vont frotter encore et encore, c'est juste, c'est une équation qui est quasiment impossible à résoudre, de créer ce genre de tissu. Et avec tout ce que je viens d'expliquer, tu comprends bien qu'on ne pouvait pas juste se contenter de copier-coller des matières qui viennent du sport, parce que je sais pas moi, un joueur de foot, son maillot n'a pas à être résistant aux flammes ou n'a pas forcément à résister à de l'abrasion d'un gilet pare-balles. Donc on ne pouvait pas prendre exactement les mêmes matières de l'univers du sport. Donc il a vraiment fallu attendre que des progrès soient faits dans les matières synthétiques, résistantes, légères et respirantes pour pouvoir les utiliser sur ce genre de vêtements. Et il y a une marque qui a réussi à résoudre cette équation compliquée. C'est une entreprise américaine très particulière qui est née il y a 20 ans et qui a influencé de manière considérable le vêtement militaire. Cette marque, c'est Crye Precision. Et là, on va commencer à parler marque et là, on va rentrer dans le dur. Crye Precision, c'est un peu le Hermès du vêtement tactique. C'est une marque très prestigieuse dont la qualité n'est plus à démontrer, mais avec des prix qui tabassent un peu. Donc là, la combat shirt que je t'ai montré, qui est d'une autre marque, c'est 139 €. Chez Crye Precision, une combat shirt en France, c'est 400 €. Crye Precision, en plus d'être la marque du pantalon de Bane dans le film Batman, c'est la marque aussi des opérateurs qui veulent le meilleur pantalon de combat possible et qui sont prêts à mettre 350 € dans ce vêtement parce qu'ils vont considérer que c'est leur outil de travail. Crye Precision, c'est aussi la combat shirt que portait l'opérateur américain qui a neutralisé Ben Laden et aujourd'hui sa tenue est d'ailleurs exposée au QG de la marque. Il y a même un journaliste qui a comparé le cofondateur de la marque au Steve Jobs du vêtement militaire, c'est pas rien quand même comme comparaison. D'ailleurs justement, ce cofondateur-là, Caleb Crye, il n'est même pas militaire, à la base il est étudiant en art, il n'a jamais eu d'expérience militaire. Et personnellement, moi je pense que le fait qu'il soit pas militaire mais qu'il soit étudiant en art, c'est une de ses forces, parce que ça lui a permis de résoudre des problèmes liés aux vêtements militaires de manière beaucoup plus créative. L'autre cofondateur, c'est Greg Thompson, qui lui non plus n'est pas militaire, puisque lui, il a fait des études d'ingénierie. Et d'ailleurs, les deux se sont rencontrés dans un magasin de sculpture, donc là aussi, à milieu d'un champ de bataille. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé deux civils à créer une marque de vêtements militaires aussi influente? Alors, Caleb, lui, va dire deux choses à ce sujet. La première chose, c'est qu'il aime cet univers militaire et qu'il a envie de donner une image positive des militaires. La deuxième chose, c'est que pour lui, la liberté, c'est une valeur absolue qui est très importante et il estime que l'armée permet de défendre cette valeur-là. Donc moi, je ne vais pas m'étendre sur ce côté idéologique, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais c'est vraiment pour te donner une idée un peu du cadre dans lequel s'est construite cette marque. À la base, ils avaient commencé par créer un prototype d'ordinateur portable pour calculer des trajectoires de missiles, mais en fait, ça n'a pas trouvé preneur et donc ils se sont dit, bon, ça ne marche pas, on va plutôt se tourner vers le vêtement militaire et vers les armures de combat. Vu qu'ils avaient du mal à trouver des fabricants pour faire exactement ce qu'ils voulaient, ils ont fait un move assez audacieux. C'est qu'ils ont décidé de créer eux-mêmes leur propre atelier de confection. Dit comme ça paraît pas si impressionnant, mais ça l'est vraiment, parce que c'est comme si nous, Bonne Gueule, on se disait, bon, on est une marque de vêtements, et de nous-mêmes, on va mettre vraiment sur pied une usine de confection. À savoir, le design, la conception de vêtements et la fabrication industrielle, ce sont deux métiers qui n'ont rien à voir, très différents. Et eux, ils ont quand même décidé, on va faire les deux en même temps, et c'est tout à leur honneur. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que leur atelier, où est-ce qu'il est? Il est à Brooklyn, en plein territoire hipster, il n'est pas du tout dans une caserne ou quoi que ce soit. Il est à New York, c'est ça qui est fou. Et donc comme je disais, c'est eux qui ont inventé cette combat shirt, qui ont eu l'idée d'avoir des bras et le torse dans deux tissus différents. C'est un design aussi qui a été repris par beaucoup d'armées du monde entier, qui a été vraiment massivement copié. Et encore une fois, c'est juste hallucinant que ce genre de design, qui est aujourd'hui le plus utilisé, ça vient d'un étudiant en art qui a créé ça en plein New York. Et donc c'est eux qui ont cette idée de faire cette combat shirt avec le bras et le torse de deux tissus différents. Et c'est un design qui a été massivement utilisé et copié par les armées du monde entier. Et encore une fois, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, ce qui est la base du vêtement militaire, ça a été créé par un étudiant en art en plein New York. C'est juste fou. Ils sont connus pour leur combat shirt, mais ils sont aussi très célèbres pour leurs pantalons. Et là, ils sont partis de zéro pour les besoins du combattant en matière de pantalons. Ils ont donc inventé un système de protection de genoux où en fait la protection est directement placée dans le pantalon. Contrairement à une genouillère classique qui, elle, peut tendance à avoir à glisser. Alors dans les faits, pour avoir parlé avec un opérateur qui, lui, utilise vraiment du pantalon Crye Precision sur le terrain, il m'a dit que peut les mettre parce que c'est une protection qui quand même restreint pas mal la mobilité et qui tient surtout très chaud. C'est aussi Crye Precision qui a popularisé l'usage de matière stretch sur un pantalon. Alors là tu vas me dire, mais Benoît, ok, donner plus de mobilité en mettant du stretch, merci, mais l'idée, on l'avait déjà. Alors oui, mais sur un pantalon de combat, la logique est différente parce que ils ont eu cette idée-là à une époque où on avait tendance quand même à doubler les pantalons pour les rendre encore plus costauds. Donc là, se dire, on va pas mettre deux couches de vêtements, mais on va mettre qu'une seule couche de vêtements, et en plus cette couche-là, on va la mettre en matière stretch. Mine de rien, c'était assez audacieux. Surtout qu'à l'époque, les matières stretch, elles n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui. Elles n'avaient pas cette réputation de... On savait pas faire du stretch aussi résistant qu'un tissu classique. Alors j'espère un jour voir en vrai ces fameux pantalons, parce qu'apparemment, il y a un système de serrage au niveau de la taille
qui est très bien pensé, qui est vraiment propre à eux. Alors pour te donner une idée, c'est un pantalon qui est très cher, qui coûte dans les 400 €, mais c'est vraiment l'un des pantalons de combat les plus réputés. Et en équivalent, tu as Arc'teryx Leaf qui fait aussi des pantalons dans cette gamme de prix. Donc là, tu as le Assopant LT de chez Arc'teryx Leaf et tu en as un autre que moi qui me plaît beaucoup, mais malheureusement qui n'est plus produit. C'est le Combat Pant Gen 2 qui est entièrement stretch dans un tissu spécialement pour l'occasion qui s'appelle du Durastretch qui vient des États-Unis avec plein de poches JP partout. Ce pantalon, je le trouve juste génial, mais malheureusement, il n'est plus produit. Ce qui est assez marrant finalement, c'est de voir que les pantalons les plus prestigieux de combat, c'est 400 balles. Et que dans le civil, c'est pareil, pour 400 balles, tu peux avoir des marques qui font des pantalons absolument incroyables pour ce prix-là. Mais que c'est vraiment pas réservé pour le commun des mortels. C'est aussi Crye Precision qui a inventé le camouflage dit multicam, c'est celui-là en fait. C'est un camouflage qui est assez réputé, qui est très polyvalent en fait. Et donc bon là, c'est un accessoire de sac à dos Mystery Ranch. Alors le problème avec ce camouflage-là, c'est que la licence d'utilisation est assez coûteuse. Donc c'est pour ça que les sacs à dos et les vêtements qui utilisent ce camouflage sont plus chers que les vêtements ou les sacs qui ne l'utilisent pas. Alors outre des gilets pare-balles ou des casques balistiques, ils ont aussi des projets un peu plus exotiques puisque là récemment ils ont sorti une espèce de protection de la mâchoire contre les flammes et les éclats. Et là ils sont en train de travailler sur une combinaison de plongée qui protège complètement le plongeur d'une eau polluée et contaminée. Et je crois même que le fondateur a dit qu'il travaillait sur un pantalon dans lequel le soldat pouvait faire ses besoins de manière pratique. Donc littéralement c'est un pantalon pour dedans. Bref, c'est vraiment une marque très à part dans le vêtement militaire, mais aussi dans le design ou dans la création de produits. Tu vois, ils sont vraiment, ils fonctionnent pas comme les autres en fait. Alors côté civil, bon, à part leur veste en Climashield, parce que oui, comme Bonne Gueule, Crye Precision utilise du Climashield, ils ont une veste qui se transforme en oreiller. Je vois pas, il n'y a pas beaucoup de vêtements que tu peux utiliser pour du civil. Hein. C'est vraiment que du militaire. Ouais, je sais, leur combat shirt, elle est vraiment hyper intéressante, mais dans le civil, honnêtement, c'est un vêtement. Contrairement à d'autres vêtements militaires comme le pantalon cargo ou la M65, la combat shirt dans le civil, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Même si tu as certaines marques comme Srudar qui essayent un peu de donner une version urbaine. Mais moi, dans les faits, c'est pas un vêtement que je te conseillerais d'acheter pour aller acheter du pain, par exemple. Voilà pour Crye Precision, mais ce n'est pas la seule marque qui est sur ce créneau d'un vêtement militaire très luxueux. Il y en a une autre, et cette marque, je l'adore, c'est Arc'teryx Leaf. Arc'teryx Leaf, c'est la gamme militaire de la marque Arc'teryx, donc une marque outdoor qui est connue dans le monde entier. Et Leaf, ça veut dire Law Enforcement and Armed Forces. Voilà, mon accent anglais, bon voilà. Alors Leaf, je vais dire Leaf, je trouve qu'ils sont très bons parce qu'ils ont réussi à faire des vêtements militaires que même les civils ont envie de porter. Et je pense que ça, c'est vraiment une de leurs forces. Pour moi, c'est vraiment une gamme de vêtements qui excelle sur 2 points. La première chose, ce sont les vêtements contre la pluie. Donc la veste la plus mythique, c'est celle que je porte, la Alpha Gen 2. Donc c'est un Gore-Tex qui est très particulier, qui est vraiment spécialement réservé au marché militaire. Je crois même d'ailleurs qu'il a été spécialement développé pour la gamme Leaf de chez Arc'teryx. Donc il est un petit peu plus raide, mais il est beaucoup plus résistant à l'abrasion qu'un Gore-Tex classique. Donc la particularité de cette veste, c'est la capuche qu'on peut stocker dans le col. Bon, t'as les patchs velcro. Et puis bon, tu as beaucoup de poches, tu as les aérations sous les aisselles. Donc voilà, c'est un produit qui est très particulier, mais moi je trouve qu'il y a un charme fou. Et alors pour un usage civil, il faut aimer. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas si déconnant quand même. Donc ouais, c'est vraiment cool. Hein. L'autre veste très connue contre la pluie, c'est la Alpha Gen 2 LT, donc LT pour light. Donc là, c'est comme l'autre, c'est une veste en Gore-Tex. Mais sauf qu'ici, le Gore-Tex c'est un petit peu plus léger, donc c'est une veste un peu plus compacte pour des petites averses passagères. Et aussi, là aussi, tu as un gros travail sur la capuche en fait, pour qu'elle épouse bien le casque et pour la régler assez finement. Et là aussi, tu vois, en civil, franchement, c'est un propos particulier, on est d'accord, mais ça passe quoi. Et pour la petite histoire, Vigil Abloh, donc le mec qui a fondé la marque de streetwear Off-White et qui aujourd'hui est chez DH et directeur artistique chez Louis Vuitton, il est un grand fan de cette pièce en multicam. Mais Arc'teryx Leaf, ils sont aussi connus pour le vêtement contre le froid. Et là aussi, tu vas voir, moi, ils font des choses que je trouve fabuleuses. Donc l'un des vêtements les plus célèbres de Arc'teryx, c'est leur veste Atom LT, donc LT aussi pour light. Et donc ils ont décliné en version militaire, c'est ce que je porte. Donc moi j'en ai une. Donc c'est une veste d'isolation très légère, très respirante, qui est un peu un modèle de référence. Et alors pour l'anecdote, ils utilisent aussi du Climashield dedans, c'est du 67 grammes par mètre carré, qui est un peu l'épaisseur assez standard pour ce genre de produit très léger, dans lequel on peut bien respirer. Et qu'on utilise aussi chez Bonne Gueule pour certains produits. Donc voilà, c'est un tissu qui est très agréable, on peut bien bouger. Et vous voyez, la particularité, c'est que les panneaux sur les côtés, en fait, c'est une polaire assez fine, ce qui permet d'avoir une bonne évacuation de la transpiration et d'avoir beaucoup de mobilité. Et aussi, je trouve que la découpe au niveau des poignets, qui est très propre à Arc'teryx, est aussi super jolie. Vraiment, il y a un côté visuel
qu'on n'a pas chez les autres marques de vêtements militaires. Voilà pour la Atom LT. Petit détail que tu n'as pas sur les modèles outdoor classiques, là tu vois, ici j'ai un petit œillet dans lequel je peux mettre un micro, un fil et que je peux faire passer le fil dans les petites boucles ici, en fait, tout simplement. Ça permet d'éviter que le fil se balade comme ça, en fait. Vous voyez, donc là tu peux le faire passer dans les œillets, ça permet qu'il soit bien organisé, bien rangé. Et on passe à la pièce encore un peu plus chaude qui est la Cold VX LT. Donc là c'est toujours du Climashield, mais c'est sur une épaisseur de 85 grammes par mètre carré. Et là ce n'est plus un tissu très léger, là c'est du Gore-Tex Windstopper. Donc c'est une matière qui stoppe le vent, comme le nom l'indique. On retrouve toujours les petites découpes au poignet que j'aime bien. Et là par contre tu as les velcro au niveau des épaules que tu n'as pas sur les modèles de randonnée. Et voilà, et la petite poche épaule qui est vraiment super sympa. Et les poches JP. Et moi je suis bien là, c'est bien cosy. Tu vois, c'est comme une petite couette qui t'enveloppe. Voilà. Donc ce sont des vestes qui sont très adaptées au froid et à l'effort en fait. Après, donc ça c'est la Cold VX LT, tu as la Cold VX SV pour Saver Weather, où là en fait c'est un vêtement encore plus chaud. Et après tu as le vêtement de froid vraiment ultime, c'est la Cold VX SVX. Donc là c'est une espèce d'énorme parka qui coûte 2000 € en duvet, c'est un truc gigantesque. C'est parfait si tu dois faire une patrouille en Sibérie à moins 40 degrés. Alors c'est un vêtement que j'aimerais bien voir en vrai parce que franchement tu vois le truc, tu dis waouh c'est quoi ça quoi. Donc malheureusement ils l'ont pas ici, mais c'est là aussi pour un usage très spécifique, c'est vraiment pour des marches assez légères. Parce que si tu bouges trop, tu peux vite avoir trop chaud dedans. Arc'teryx n'est pas non plus la seule marque outdoor qui a une branche militaire. Patagonia le fait aussi, donc ça a plusieurs fois changé de nom. C'était au début Patagonia Mars, Lost Arrow et maintenant c'est Patagonia Works. Et pour le coup, ils sont très discrets sur cette branche-là. Je pense que c'est pour ne pas heurter leur image de marque, hein, qui se veut très bienveillante et on préserve la planète. Et aussi, c'est des vêtements qu'on ne peut pas acheter en tant que civil. Là, du Arc'teryx Leaf, on peut en acheter, vous voyez, chez Terang, c'est à la vente. Mais Patagonia Works, j'en ai jamais vu, à part sur eBay. Donc voilà pour les marques du continent américain. Mais l'Europe n'est pas en reste, et tu vas voir, on a quand même des petites marques qui sont très dynamiques. UF Pro, c'est un peu le Crye Précision européen, mais en moins cher. Alors c'est assez marrant de voir à quel point ils mettent beaucoup d'argent dans le marketing. Ils ont une chaîne YouTube qui est très bien fournie en vidéo sur plein de sujets différents. Et à chaque sortie de produit, tu as le chef de produit qui fait une vidéo qui explique tout. Et c'est une marque qui vient de Slovénie. Alors du côté de la Combat Shirt, eux, ils en ont sorti une qui est bien à eux. Avec un tissu qu'ils ont spécialement développé, où en fait ils ont pris un mélange de lyocell et de polyester. Et par-dessus, ils ont collé plein de petits pots en céramique pour améliorer la résistance. Ils ont appelé ce tissu Lizard Skin. Donc tu vois, comme je te dis en marketing, UF Pro, ils sont assez chauds. Hein. Donc c'est un tissu qui est très curieux. Et pour le coup, moi aussi, j'ai presque à me commander une de ces Combat Shirts, vraiment par curiosité pour voir à quoi ressemble ce tissu. Alors Tilac, c'est un peu mon chouchou des marques militaires européennes et je comprends pas pourquoi elle est aussi peu distribuée et visible en Europe. Tilac, c'est une marque d'outdoor qui vient de République tchèque et sa particularité, c'est qu'elle a son propre atelier de confection. Et cette marque, je l'ai connue via Acronym, donc la marque de techwear futuriste, parce qu'il y a eu un échange de bons procédés entre les deux. Tu as Acronym qui a fait du design pour Tilac et Tilac en échange a fabriqué pour Acronym. Et donc Tilac, ils ont une ligne de vêtements militaires que je trouve super qui s'appelle TMG pour Tilac Military Gear. Alors la pièce flagship, c'est évidemment la Raptor MiG, donc c'est une veste en Gore-Tex Pro. Donc c'est pas le Gore-Tex militaire de Leaf, mais c'est déjà super bien quand même. Qui est quand même une veste qui coûte 2 fois moins cher, qui coûte 500 € et c'est une veste qui est juste que je trouve absolument fabuleuse. Ils font aussi des super pièces en power stretch. Et ils ont une soft shell qui est la No-Shack dans un tissu très respirant et très stretch que je possède et que je trouve vraiment super cool. Et pour les pièces contre le froid, ils ont une pièce qui est l'équivalent de la Atom LT de chez Leaf et qui s'appelle la Ketil et qui elle aussi a 67 grammes de Climashield et pour un prix à peu près similaire. C'est clairement une marque avec un super rapport qualité-prix. Moi je n'hésite pas à dire que c'est le Arc'teryx tchèque. Et c'est vraiment une marque qui mériterait beaucoup plus de visibilité. Donc voilà pour les marques de vêtements militaires qui moi m'intéressent beaucoup. On n'a pas tout à fait fini parce qu'il reste à aborder deux éléments qui sont vraiment essentiels à un soldat, à savoir ses chaussures et ses gants. Alors les gants pour un militaire c'est un élément qui est vraiment essentiel parce que ça le protège des blessures et des brûlures. Mais si l'opérateur se met à terre qu'il doit ramper, il ne faut pas qu'il se prenne un éclat dans la main. Et si jamais il y a une explosion près de lui, qu'il y a des éclats et qu'il se protège avec la main, il ne faut pas que ses métacarpes soient touchés. Ou si jamais après avoir tiré avec son arme et que par mégarde il touche le canon de son arme à feu qui peut être très chaud, il ne faut pas qu'il se brûle. Parce qu'un militaire qui a les mains blessées, c'est un militaire qui ne peut pas aller au combat. C'est un peu les mêmes enjeux qu'un ouvrier sur un chantier au niveau de la protection des mains, mais lui le militaire il y a un enjeu qui est très particulier.
c'est la dextérité. Il faut qu'il puisse manipuler facilement son équipement ou ses armes à feu. Donc c'est pour ça que tu as ce qu'on appelle des gants tactiques, c'est des gants de protection, mais qui sont très fités pour avoir des doigts très mobiles et très utilisables. Bah alors les gants tactiques les plus connus, les plus instagrammables, c'est Mechanix, qu'on voit dans tous les films, qu'on voit partout sur Instagram. Et tu as aussi plein d'autres marques comme Kinetix qui est distribuée chez Terang. Donc c'est cette marque, c'est fabriqué en Europe, en Allemagne plus précisément, parce que c'est une marque allemande. Donc tu vois, les métarcaps sont bien protégés en cas de choc. Et puis tu vois là tu as des protections renforcées au niveau de la main, mais tu vois tu as des doigts qui sont assez fins pour que le mec puisse facilement manipuler son arme à feu. Pas question d'avoir un gore avec un index trop épais qui ne peut pas rentrer dans le pontet de son arme. Donc tu as plusieurs modèles différents avec des protections plus ou moins renforcées, ça dépend vraiment des besoins du militaire et de ses préférences à lui. Petit instant cocorico en citant une marque française qui fabrique aussi des gants tactiques qui s'appelle Racer Tactical. Les chaussures. Je pense que ça va pas te surprendre si je te dis que l'outil de travail numéro 1 d'un militaire, ce sont ses pieds, d'où l'intérêt qu'il soit parfaitement confortable et protégé. Alors le militaire il doit pouvoir marcher confortablement sur de longues distances avec des charges très lourdes, donc il faut des chaussures à minimum montantes. Alors désolé pour les plus nostalgiques, mais l'époque des rangers en cuir est désormais révolue. On a trouvé des chaussures plus confortables, plus légères et tout aussi résistantes. Donc dans l'armée française, tu as X, qui est une marque qui fournit pas mal, mais tu as aussi Lowa. Donc là, c'est le modèle Zephyr, qui est l'un des plus célèbres de la marque, avec visuellement une patte très reconnaissable, avec les petits inserts comme ça, en Gore-Tex. Donc c'est un mélange de... T'as du cuir, t'as du nylon très résistant, et moi j'en entends, pour ceux qui en portent, j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est apparemment super confortable. Et c'est très résistant. Donc ça, même si c'est un équipement tactique, c'est des prix qui sont entre guillemets relativement abordables et que n'importe quel civil peut acheter d'ailleurs, puisque ça, ce modèle en Gore-Tex coûte 159 €. Voilà. Et la version Gore-Tex coûte même encore moins cher. Donc tu vois, on n'est pas sur des prix stratosphériques. Et ça, encore une fois, c'est des équipements que vous pouvez venir les acheter dès demain chez Terang. Alors à titre personnel, moi je préfère la gamme tactique militaire de chez Lowa parce que je trouve que les coloris sont plus sympas. C'est que comme je l'ai dit, moi je déteste les couleurs vives sur les vêtements outdoor. Donc voilà, si jamais ça te tente, tu sais qu'il faut aller sur la gamme militaire. Alors perso, j'aime aussi beaucoup la gamme militaire de Salomon qui s'appelle la gamme Salomon Force, puisque je suis propriétaire d'une paire de Speedcross qui sont très confortables, qui sont toutes noires et qui sont très cool. On sent vraiment que certaines marques ont envie de mettre la fonctionnalité, la robustesse et la résistance des vêtements militaires dans des vêtements en ville. Et pour ça, tu as une marque très connue qui s'appelle 5.11. Donc là, ici, c'est le Strike Pant. C'est l'un des modèles les plus connus de la marque. Donc tu vois, de loin, ça ressemble à un pantalon cargo, mais sauf que c'est un tissu ripstop qui est très résistant. T'as des petits détails, des petites poches pour mettre des chargeurs. T'as des passants larges de ceinture pour mettre des grosses ceintures. Tu as des poches cargo qui sont compartimentées pour facilement organiser tes objets, y compris si tu veux mettre des chargeurs. Tu as une ceinture élastique. Enfin, là, tu vois, tu as une découpe au genou pour mettre des genouillères si tu veux. Donc c'est vraiment des vêtements qui sont à la fois faits pour la ville et à la fois faits pour des usages tactiques, on va dire. Et c'est une marque qui innove beaucoup au niveau du marketing puisque tu peux retrouver des vêtements 5.11 dans certains jeux vidéo comme Ghost Recon récemment. Et pour l'anecdote, Thomas Pesquet est parti dans l'espace avec un pantalon 5.11, donc le Strike, mais une version entre guillemets pacifique. Donc je pense que plus adapté à un usage dans une station spatiale. L'équivalent européen de 5.11, parce que 5.11 c'est une marque américaine, ça serait Helicontex, qui est une marque polonaise. Je suis à peu près les mêmes prix, et là aussi, qui a beaucoup de lignes différentes en fonction de plusieurs usages. Et puis tu as aussi de plus en plus ces fameuses marques hybrides en fait, qui sont à la fois dans du tactique, de l'outdoor et de l'urbain. Beaucoup aux États-Unis avec le triple design Goruk ou Beyond Clothing. Mais en Europe, nous on a une marque comme Screwdark aussi qui fait ça aussi très bien, qui a été fondée par des anciens des forces spéciales. Et face à une industrie où actuellement le sportwear se mélange au streetwear, qui se mélange au luxe, qui se mélange à l'outdoor, qui se mélange au militaire, on assiste à une croisée des chemins jamais vue auparavant, y compris chez des marques mondiales comme chez Nike par exemple. Mais ne t'inquiète pas, je me ferai toujours un immense plaisir de faire des vidéos pour t'aider à décrypter ce courant-là. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet et je pense que j'en ai fini sur le sujet du vêtement tactique et militaire pour de bon. Voilà, tu connais désormais tous les secrets du vêtement militaire et je suis encore une fois à remercier Terang qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont apporté plein d'informations. Je tiens également à remercier un opérateur des commandos qui m'a très gentiment accordé 1 heure de son temps pour m'expliquer aussi lui comment il s'habillait sur le terrain. Si cette vidéo t'a plu, mets un commentaire, dis-moi ce que ça t'a inspiré, mets un pouce bleu, abonne-toi à notre chaîne YouTube et inscris-toi à notre newsletter et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!